Mesdames, Messieurs, l'Institut national de l'histoire de l'art et le château de Fontainebleau sont heureux de vous recevoir pour la 9e édition du Festival de l'histoire de l'art. La conférence qui va suivre a pour intitulé « De la cité au camp, Drancy, précurseur et prémonitoire des grands ensembles » avec Monsieur Peter Uytenhove. Je laisse Madame faire une présentation plus élaborée de la conférence et du conférencier, et puis ensuite nous donnerons la parole au conférencier. Bonjour à toutes et à tous, chercheur très actif, je le dis après avoir lu les 35 pages de son CV. Il est diplômé en architecture, ingénierie civile et urbanisme à l'université de Leuven et à l'Institut d'urbanisme de Paris. Son parcours s'est poursuivi en France par un doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales obtenu en 1999. Et aujourd'hui, et depuis l'année 2000, il est professeur de histoire et théorie de l'urbanisme à l'université de Ghent. Il est l'auteur de plusieurs monographies sur l'architecte Marcel Lotz et il a également été commissaire de l'exposition monographique qui lui a été consacrée par le Centre Pompidou en 1991. Ces nombreux articles, ils se concentrent sur le thème de la ville, sa conception architecturale, son urbanisme et son rapport avec le paysage et l'homme. Aujourd'hui, un lieu chargé des contradictions, celui de la Cité de la Muette à Drancy, réalisé dans les années 1930 par Eugène Baudouin et Marcel Lotz, sera le point de départ d'une réflexion sur l'architecture et l'urbanisme des grands ensembles et sur ce que la Cité de la Muette elle-même, de sa conception à son histoire tragique, pourrait en révéler. Je vous remercie et je lui passe la parole. Oui, marche. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vous trouve très courageuse d'avoir lu 35 pages de CV. Alors, le travail et le texte que je vais vous lire, en fait, a comme point de départ le travail que j'ai fait sur Marcel Lotz, et vous allez comprendre tout le contexte par rapport à la Cité de la Muette à Drancy. Marcel Lotz servira comme fil rouge, en fait, dans mon exposé. Le grand ensemble comme type d'architecture et forme urbaine et comme un des lieux où vit le peuple est né du croisement de multiples volontés architecturales, sociales et politiques. Architectes et politiques, hommes de pouvoir et d'idéaux sociaux, avaient réuni leurs forces pour en définir les fins et et trouver les moyens. L'architecture semblait en sortir vainqueur, sublimée, rayonnante, utopique. Mais la confrontation entre histoire et architecture qui a eu lieu à Drancy semble d'emblée avoir mis fin à cet espoir. En 1992, nous avons monté au Centre Pompidou avec Nicole Toutcheff et Alain Guilleux du CCI l'exposition qui avait comme titre Marcel Lotz, photographie d'architecte. Les photos spectaculaires que Marcel Lotz, architecte de la Cité de la Muette à Drancy et aviateur, avait prises lors de ses visites du chantier en avion, étaient bien mises en avant à cette exposition. Devant ces photos, certains historiens de l'art m'avaient demandé « S'agit-il du camp de Drancy ? Pourquoi l'expo n'en parle pas ?» En effet, l'expo n'en parlait pas. Et pendant longtemps, l'histoire du camp de Drancy ne faisait pas partie de l'histoire de l'architecture. L'histoire de l'architecture, comme l'architecture elle-même, avait une portée sublimée, idéologique et aussi autoréférentielle. Entre histoire et architecture, la rencontre ne s'est pas faite. Drancy en a sans doute donné la preuve. Ce qui fut le projet prototypique le plus éclatant de ce qui allait être appelé les grands ensembles a été écrasé par les événements de l'histoire. Le projet en a payé le prix
au point qu'il subsiste aujourd'hui, ce projet subsiste aujourd'hui sous 3 formes. En tant que logement social, en tant que patrimoine historique, portant sur un fragment du projet de la cité de la Muette, et en tant que mémorial de la Shoah. Le modèle du grand ensemble a survécu à la confrontation entre histoire et architecture. Je ne suis, moi, personnellement, pas historien de la Shoah, de cette histoire politique, humaine, tragique de la déportation et de l'extermination. Je ne saurais vous dire plus que d'autres ont déjà dit, et mieux aussi sur les événements à Drancy. Par contre, ce qui m'intéresse en tant qu'historien de l'architecture et de l'urbanisme, c'est ce qu'on aperçoit dans le fond de cette histoire tragique de Drancy. Ce qui est omniprésent, mais sans dire son nom, c'est l'architecture, des bâtiments, un espace, un lieu, un environnement. Qu'est-ce que c'est? D'où viennent-ils, ces lieux, ces bâtiments? Ont-ils un sens? Ont-ils été conçus pour ça? Pourquoi ça se passe ici? Y a-t-il quelque chose à comprendre? Qu'est-ce que le camp de Drancy révèle-t-il sur les grands ensembles? Et qu'est-ce que les grands ensembles nous disent sur Drancy? L'architecture est-elle coupable? Croire à l'idée que l'architecture peut donner forme à la société, une des marques essentielles des architectes modernes, est-ce toujours valable après Drancy? Cette question, il faut la poser. La cité de la Muette à Drancy, par Eugène Baudouin et Marcel Lotz, étant emblématique de ce problème et plein d'enseignements sur le fait que l'architecture a du mal à réaliser sans équivoque des intentions d'ordre social. Et donc je voudrais parler de ces questions dans le contexte du projet de Drancy et sur la période qui avance et qui précède et qui suit Drancy. Au début des années 1930, au moment de la conception de la cité de la Muette à Drancy, Baudouin et Lotz sont parmi les agences d'architecture moderne en France qui, internationalement, accueillent le plus d'attention. La Muette laisse pressentir l'audace et l'inventivité qu'il faudra pour réaliser leur projet à la pointe de l'innovation, comme l'école de plein air de Suresnes et la Maison du Peuple de Clichy, quelques années plus tard seulement après Drancy. En 1939, l'exposition internationale d'architecture moderne organisée à l'occasion du 10e anniversaire du Muséum d'art moderne à New York, le MoMA, montre aussi le projet de la Cité de la Muette. L'exposition commente le projet en des termes qui font l'éloge de sa communauté complète avec ses écoles, son église, ses plaines de sport et de loisirs, ses commerces et même son chauffage collectif. Cité idéale, cité fonctionnelle, Drancy apparaît dans les années 30 comme une des réalisations les plus progressistes et témoigne de la croyance dans le pouvoir ordonnateur et libérateur de l'espace construit. À la fin de sa vie dans les années 70, Lotz n'a pas cessé d'y croire. Et il se souvient, et je cite, Lotz, « Nous étions alors une nation qu'on visitait. Toute l'Europe a défilé à Suresnes, à Drancy. On venait voir ce qui se faisait sous la direction de Sellier, qui avait su réunir autour de lui une bonne équipe d'architectes de tendances extrêmement différentes d'ailleurs. Dans cette ville qui se développait de façon anarchique, à une cadence extrêmement rapide, on a voulu mettre de l'ordre, dans un quartier au moins, celui de la Cité de la Muette. Drancy 1932, ce furent les premiers immeubles tours d'Europe, les premières habitations en hauteur, 14 étages, des immeubles avec ascenseur, chauffage central, évacuation pneumatique des ordures, un standing bien meilleur et un grand parc central pour les enfants sans véhicule aucun. Par logement social, en effet, il faut entendre tout ce qui concernait la vie sociale totale, l'habitat, mais aussi l'école, le dispensaire, les terrains de jeu.
Ainsi se souvenait Marcel Lotz. La vie sociale totale, tel est l'objet de cette architecture. Cependant, déjà au moment de sa construction, et malgré son succès dans les milieux progressistes, la Cité de la Muette à Drancy n'obtient guère le soutien des gens. Pire, elle est massivement rejetée. D'abord à cause de ses principes de construction. L'écrivain et critique Léandre Vaillat ne peut s'empêcher de comparer la pauvreté des matériaux au luxe des installations mécaniques. Dans la presse de l'époque, les tours sont désignées sous le nom de gratte-ciel maudits, de bâtisses absurdes et inhumaines. Louis Thomas, homme de lettres et journaliste, dans son monumental et réactionnaire ouvrage sur le Grand Paris, se demande qui diable a pu avoir la curieuse pensée de planter là ces 5 tours de 15 étages sommés d'une terrasse couverte. L'auteur voit dans cette étrange cité dont ces gratte-ciels prétentieux sont le couronnement, le produit de l'imagination surexcitée de 2 architectes, messieurs Baudouin et Lotz, dont le moins que l'on puisse dire, et c'est Louis Thomas qui parle, dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils furent beaucoup plus des logiciens et des logiciens irréalistes, excessifs et arbitraires que des maîtres d'œuvre prudents et avisés. Léandre Vaillat qualifie l'attitude des architectes de romantisme moderne. Louis Thomas parle de l'irréalisme de ces artistes férus de logique creuse et reconnaît dans l'inutilité de ces gratte-ciels, dans ce coin de banlieue, une preuve de leur illogisme et de leur folie. Il qualifie le projet de faussement intellectuel, de glacial. Mais la critique s'est déjà fait sentir au moment du chantier. Perçu comme une curiosité, visité par de nombreux architectes et éminentes personnalités étrangères, le chantier de Drancy, un chantier de préfabrication d'éléments en béton montés sur une ossature métallique, rappelons-le, laisse entrevoir à certains les problèmes qui vont se poser ultérieurement. Plusieurs défauts techniques sont mis en cause. Insonorisation, malfaçon, manque d'étanchéité, fragilité des cloisons, habitation en hauteur étouffante l'été et glaciale l'hiver. L'amputation du programme initial atteint gravement l'intégrité du concept fonctionnel et social. Les tours et les peignes, oui, en fait, c'est la forme de la cité. Donc, il y a les barres qui sont parallèles, on les appelle les peignes. Les tours et les peignes s'érigent de 1932 à 1935. Des bâtiments en redans qui forment l'ensemble par le nord. Seule la partie ouest se construira. Beaucoup d'équipements, comme le centre social, l'école et l'église, ne seront tout simplement pas réalisés. La cour d'entrée sera seulement aménagée après la guerre. Amputée de ses organes vitaux et ainsi dépourvue de sens, la cité ne pourra pas remplir pleinement son programme, pourtant très en avance sur son époque. Comme l'affirme l'architecte Jean-Louis Taupin dans les années 60, l'exécution de la cité sera entravée, puis interrompue vers 1934, lorsque, dans une situation sociale incertaine, un scepticisme malthusien et défaitiste réduira la construction française à l'engourdissement. La récession et le chômage qui se font sentir au milieu des années 30 n'arrangent pas non plus les choses. À cela s'ajoutent des raisons d'ordre pratique, comme l'éloignement de Paris, le manque de transport en commun, l'espace de vie réduit et l'absence de travail, qui font que les gens hésitent à déménager et qui font que les logements restent vides. Le tout ressemble à un tas de bâtisses à la dérive. Les loyers trop élevés sont une autre raison invoquée. Cette cité-jardin sans jardin, comme l'appellent Remy Butler et Patrice Noisette,
suscite également certaines inquiétudes chez les autorités pour des raisons politiques. La cité suggère un modèle de vie organisé et communautaire au moment même de la montée du Front populaire. Certains craignent la concentration d'habitants appartenant à la classe ouvrière, pouvant mener à des révoltes et la transformation des cités de banlieue en citadelles révolutionnaires. C'est dans les années 30. Henri Sellier est pour sa part amené à démissionner. Il y est contraint suite à une campagne de dénigrement systématique que la presse et les journaux avaient lancée contre ce type de construction, contre ses auteurs ainsi que contre son promoteur. On attaque la folie dispensieuse de l'Office des habitations à Beaumarchais et accuse les responsables socialistes de toucher des pots de vin. Olivier Niccoulot, un chercheur des années 90, en conclut que Drancy ainsi que la cité-jardin de Plessis-Robinson semblent témoigner en fait de l'inaboutissement du grand dessein urbanistique que s'était fixé Henri Sellier. La cité de la Muette évoque, après sa réalisation, l'image de la ruine, ruine d'une certaine croyance moderniste, d'une politique sociale, d'une technologie, bref, ruine d'une architecture moderne, expérimentale et rationnelle qui n'a pu maîtriser l'image de la vie idéale sur laquelle elle repose. Comme s'il en avait eu le pressentiment dès la fin des années 30, Lotz photographie en avril 1938 la cité en détérioration. Ce sont les photos que je vous montre à l'écran. Les immeubles inachevés, inhabités et saccagés, les vitres brisées. La cité de la Muette s'étant révélée inhospitalière aux candidats habitants, elle sera en partie, notamment les tours et les peignes, louée aux gendarmes de la garde mobile à la fin des années 30. Rétrospectivement, pour Lotz, cette occupation par les gardes mobiles fut catastrophique, dit-il. Le plan n'était pas celui d'une caserne. Le grand espace central, qui devrait être planté d'arbres, devient la cour d'exercice pour les camions. La fin de cette cité symbole d'un modernisme sans compromis semble annoncée. Au milieu des années 30, un vrai cataclysme est causé par un phénomène météorologique particulier. Et Lotz raconte, le samedi matin, il fait -5. Le soir, -15. Et les gens rentrent le lundi matin. Les gens, ce sont les gendarmes. Il y a 600 radiateurs gelés, toutes les canalisations éclatées. Enfin, une histoire terrible. Les ennemis de Sellier ne laissent pas passer la chose et des articles tonitruants dans toute la presse. Les architectes sont des sauvages, les bâtiments inhumains, etc., etc., raconte Marcel Lotz. Des morceaux de ciment provenant des panneaux se détachent de la charpente de fer. La construction devient même dangereuse. Selon un extrait d'un journal de l'époque, que je cite, « C'est là l'erreur de la nouveauté de messieurs Baudouin et Lotz. Il y a autre chose que le fer conducteur hors ligne du froid et du chaud. Oui, monsieur Baudouin et Lotz, et vous aussi, monsieur Sellier, et si vous ne le savez pas, nous allons vous le dire, il y a la pierre de France et aussi la brique, la meulière. » L'irréparable semble s'annoncer. Au début de la guerre, Louis Thomas dresse l'état de désolation dans lequel se trouve le bâtiment appelé le fer à cheval. Donc le fer à cheval, en fait, c'est une partie de Drancy en forme de U, avec, entouré d'un immeuble de 4 étages. Et donc, Louis Thomas écrit « Mais le vaste bâtiment en fer à cheval, situé à l'ouest du groupe, reste vide. On aménage quelques-unes des pièces de ce bâtiment pour y faire une école. Mais les 29/30e du bâtiment, lequel est tout en vitres énormes, est laissé à la fantaisie des gamins qui ont déjà crevé à coups de pierre pour plusieurs dizaines de milliers de francs de vitrage. »
Bien plus dramatiques, cependant, sont les événements qui suivent cette dégradation matérielle. Une nouvelle fonction sera donnée à la cité, dont l'idée revient au gouvernement Daladier au moment de la déclaration de guerre. Il s'agit d'isoler les membres du Parti communiste français et autres personnes non désirées. Le PCF, Parti communiste, mis hors la loi, et la lutte contre les communistes légalisés, le chantier inachevé de la Muette trouve sa nouvelle fonction. Les pouvoirs publics aménagent le fer à cheval en camp d'internement. Une double muraille de barbelés est déployée autour du U. Un chemin de ronde est créé. Des miradors sont installés aux quatre coins. La configuration spatiale du fer à cheval de la troisième tranche donc du chantier a facilité la transformation du chantier en geôle de la République. Aux côtés des communistes prennent place les suspects de la cinquième colonne. Très vite, on y rassemblera aussi des ressortissants ennemis, notamment les Juifs allemands, qui avaient fui l'Allemagne, comme le décrit François Maspero. Après l'armistice signé sous Pétain, le champ de Drancy sert à la détention provisoire des prisonniers de guerre français, anglais et civils. Les Allemands occupent les lieux et en font leur Frontstalag 3. La direction effective du camp est confiée au jeune officier SS Theodor Dannecker, qui, le 18 juin 1943, sera succédé par le Hauptsturmführer SS Alois Brunner, alors que le camp sera effectivement gardé par la police française. En France, Drancy devient la plaque tournante de la déportation. Le bâtiment du fer à cheval est transformé en camp de transit pour les Juifs, déportés vers les camps en Allemagne. 100 000 personnes y seront internées, dont les premiers arrivent en août 1940. La population du camp atteignit jusqu'à 7 000 personnes, alors que les bâtiments avaient été prévus pour 700 habitants. Drancy, un lieu hanté par la mémoire, devient le point de départ unique de la France, la tête de ligne pour Auschwitz. Une soixantaine de convois français de déportés juifs sont partis de Drancy, à peu près 2 ou 3 convois par semaine. Du premier convoi, du 22 juin 1942, aux otages du 17 août 1944, amenés lors de l'abandon du camp à la fin de la guerre, quelques 67 000 juifs ont été déportés depuis Drancy. Il est indéniable que la forme en U du fer à cheval est jugée très pratique. En effet, pour la fermer, il suffit d'établir une barrière d'un côté, alors qu'en son centre, au milieu du terre-plein, les baraquements de planches pour les sanitaires sont élevés. Des barbelés sont apposés pour fermer le côté ouvert, ainsi que tout autour du chemin qui ceinture les 3 barres en U. La configuration des bâtiments se prête à cette nouvelle fonction d'internement et de contrôle. Les blocs sont identifiés par une lettre de l'alphabet, les 22 escaliers par un numéro. Les cloisons des appartements n'ayant jamais été montées, chaque palier conduit à une grande chambrée qui occupe l'étage, dans laquelle se trouvent des lits de bois superposés et un lavabo. De 30 à 50 personnes y sont entassées. Les locaux du rez-de-chaussée ont été affectés au service de la collectivité. Infirmerie, coiffeur, économat, tailleur, menuiserie, dépôt de légumes, salle d'épluchage. Comme l'a décrit l'historien Rémi Baudoui, qui était un des premiers à consacrer un article en 1992 à cette question. Pour les forces policières de Vichy, la cité de la Muette, toute neuve, est le lieu idéal pour installer un appareil répressif. L'organisation rationnelle de l'espace et des habitations, la facilité avec laquelle l'espace pouvait être clos, contrôlé et surveillé,
la proximité des chemins de fer, qui étaient à quelques centaines de mètres de la cité. Il y avait une gare de triage. Donc la proximité des chemins de fer et le fait que le bâtiment soit loué par les gendarmes ont joué en faveur du choix de la cité de la Muette. L'ordre et la clarté rationnelle de la composition deviennent un support à la numérotation bureaucratique des lieux. Plusieurs ouvrages témoignent de la vie à Drancy, par le texte et par les dessins, pour la plupart faits clandestinement par des détenus. Je vous montre 2 dessins qui sont faits par Georges Oran Koiransky, qui ont été republiés récemment dans un ouvrage, ou dans son ouvrage « Le camp de Drancy, seuil de l'enfer juif », dessins et estampes de 1942 à 1947. Et ce sont 2 dessins que j'ai sélectionnés parce qu'ils montrent plus précisément la cité de la Muette, alors que les autres dessins montrent plutôt les situations des personnes internées ou emprisonnées dans le camp. Avec le philosophe italien Giorgio Agamben, on se pose la question de savoir ce qui serait inhérent à l'architecture qui fait que de tels événements puissent se produire. L'architecture a-t-elle rendu possibles ces événements? Les a-t-elle rendus réalisables? Les a-t-elle produits? L'architecture, dans le cas de Drancy, provisoirement devenue camp, est un système dans lequel se réalise durablement l'état d'exception, comme le suggère Agamben. Selon le philosophe, le camp est l'espace qui s'ouvre quand l'état d'exception commence à devenir la règle. Bien avant les années 90, d'autres ont accusé l'architecture moderne. Pierre van Castel, l'historien de l'art, par exemple, écrit en 1962 que l'univers de M. Le Corbusier, c'est l'univers concentrationnaire. C'est au mieux le ghetto. Dans le projet architectural et urbanistique de Drancy converge une série de développements historiques en cours pendant la première moitié du XXe siècle. J'en énumère quelques-uns. Le concept de la cité-jardin, la politique de l'industrialisation du bâtiment, l'idéologie du minimum existentiel, la métropolisation moderne, la planification régionale des grandes villes et capitales, les urgences du logement social, le principe des tours et des barres, la décongestion des villes, la métaphore de la machine, etc. Y a-t-il eu de la part des architectes l'intention de concevoir une architecture pourvue d'un pouvoir répressif? Quoi qu'il en soit, dans les milieux des architectes, le modèle de la cité-jardin verticale, comme on appelait la cité de la Muette, sera promu en modèle de grand ensemble de tours et de barres, et ce modèle connaîtra un avenir rayonnant. Dans un article publié dans l'Architecture d'aujourd'hui en 1935, que vous voyez à l'écran, au moment même de la réalisation de la Muette, Maurice Rotival désigne par le terme « grands ensembles » le projet de Drancy ainsi que d'autres projets modernes de logement collectif. Il en détermine les critères urbanistiques et architecturaux. Le concept est né, le concept de grand ensemble. Comme nous le rappelle Édouard Deudeville dans un article en 2002, c'est dans la revue L'Architecture d'aujourd'hui que l'épopée des grands ensembles a bénéficié d'une parfaite continuité dans la couverture éditoriale. La raison de ce soutien est avant tout que le comité éditorial de la revue réunissait plusieurs des architectes modernes activement impliqués et engagés dans la conception et la construction des grands ensembles, dont, par exemple, Marcel Hotz. À plusieurs reprises, l'architecture d'aujourd'hui consacre des numéros aux grands ensembles, comme celui sur Reconstruction France en 1950
et celui sur équipement de l'habitation en août 1951. Le numéro de 1951 publie le concours des 800 logements à Strasbourg, un concours très important gagné par Eugène Baudouin qui marque le véritable départ de la politique de l'industrialisation des grands ensembles. Dans le jury et parmi les concurrents se rassemblaient les principaux acteurs comme, j'en cite quelques-uns, Colbock, Dubuisson, Phaéton, Lecoeur, Le Corbusier, Lotz, de Mailly, Novarina, Vago, Zavaroni, Zerfus et autres. C'est en 1953 que Adrien Spinetta, qui était à l'époque directeur de la construction du ministère de la Reconstruction et qui est très médiatisé par l'architecture d'aujourd'hui, a donné le coup d'envoi des grands ensembles qu'il appelle « Pensée pour l'homme » au service d'une politique active et humanisée de l'habitat. Jusqu'en 1959, des numéros de la revue mettent en avant les nouveaux projets pour des habitations collectives et pour les principes d'urbanisme des grands ensembles, ainsi que pour leur habitat. Dans son ouvrage « Reconstruction-déconstruction » de 1988, aussi un des premiers livres qui commence à analyser le phénomène des grands ensembles, Bruno Vessière montre que les grands ensembles devenus politiques d'État aux politiques de l'État faisaient l'objet de toutes les attentions de la part des ingénieurs, urbanistes, industriels et entreprises de construction, des politiques et finalement des architectes. Pour eux, les grands ensembles représentaient, quant à leur conception et leurs solutions techniques, un objet parfait, artistique et abstrait, architecturalement idéal et sublime du point de vue paysager. Aussi, il n'y avait que l'architecte considéré capable de maîtriser et coordonner sa complexité. La législation en place depuis 1959 sur les zones à urbaniser en priorité, les ainsi nommées ZUP, complétait ce modèle idéal et a fait naître les très grands ensembles comme Hameaux, Mantes-la-Jolie ou Clichy-Montfermeil. Une politique du grand nombre est à l'origine de l'idéologie des ZUP, articulant les expérimentations de préfabrication lourde ou légère, le projet du sol géré par le chemin de grue, la typologie de la grande barre à la française, le développement de l'architecture statistique, bref, tout ce que Vessière a appelé à l'époque le Hard French. Pourtant, ce modèle ne faisait clairement pas l'unanimité. En 1959, la revue L'Habitation, organe de l'Union nationale interprofessionnelle du logement, consacre un numéro entier afin de dénoncer, pour une des premières fois, les maladies des grands ensembles. C'était aussi le titre du numéro. Critiques et doutes par rapport à cette politique et son modèle architectural émanent de cercles d'experts académiques et scientifiques, parmi lesquels un sociologue, un économiste, un ingénieur, un psychiatre. Le numéro enchaîne des témoignages de la part des humanistes, ce qu'ils appellent des humanistes, des utilisatrices, surtout les mères et ce qu'ils appelaient à l'époque les ménagères et femmes de ménage, des Européens, des sociologues, du prêtre, ainsi que du docteur et hygiéniste Robert-Henri Hasemann, qui avait travaillé beaucoup avec Henri Sellier avant la guerre. Dans son éditorial intitulé « Les grands ensembles mal inévitables, mais mal tout de même », la revue pointe néanmoins le manque de caractère scientifique des différents témoignages sur les grands ensembles. À cette fin, la revue s'appuie sur l'avis des sociologues, spécialistes de l'hygiène mentale, comme ils l'appellent, sur l'avis des biologistes, qui expliquent que l'énorme investissement de l'État risque néanmoins d'être anéanti à cause des dépenses qu'engendreront les maladies des grands ensembles.
Basée entre autres sur les travaux de Paul-Henri Chombardelot, la conclusion des sociologues est éloquente et situe le mal des grands ensembles au niveau d'une économie sociopolitique. Je cite un paragraphe. Il faut donc créer de multiples services communs pour que la vie sociale des cités soit simplement possible. Aucune raison financière ne peut être invoquée pour les éliminer. Y renoncer aboutirait finalement à des pertes beaucoup plus considérables pour la société sur le plan des soins médicaux, du manque de rendement professionnel dû à la fatigue, de la mauvaise éducation des enfants, des conflits sociaux. C'est donc un devoir national qui déborde largement sur les devoirs des constructeurs. La critique de ces experts ne tombe pas dans de sourdes oreilles du côté de la presse, principalement chrétienne, où les grands ensembles sont mis en perspective de la zone des taudis entourant Paris. Dans France Observateur, François Chauvet oppose le terme de cage à lapins à la notion de cité-jardin. Dans Vivre dans les grands ensembles, paru en 1963, un des premiers ouvrages publiés sur la question, et ouvrage critique, le jeune auteur René Caès, psychologue et psychanalyste, traite du mal-vivre et de la nécessité de mener des recherches sur des bases scientifiques. L'introduction de Paul-Henri Chombardelot met l'accent sur le travail interdisciplinaire entre architectes, ingénieurs, urbanistes et représentants des sciences humaines. Je vous lis un long extrait de Caès qui présente la complexité de la question. Que la vie quotidienne d'un style nouveau qui est en train de s'élaborer dans les grands ensembles soit largement tributaire du béton et de la pyramide des âges, tous les habitants l'éprouvent vivement chaque jour. Mais avant de prendre parti, il convient sans doute d'examiner attentivement comment on vit dans les grands ensembles. Des enquêtes ont été menées. Elles enseignent que, bien souvent, les nouveaux venus s'estiment plus heureux depuis qu'ils vivent dans leur nouveau cadre résidentiel. Les témoignages d'animateurs sociaux, politiques, culturels affirment que la vie collective y est à la fois plus spontanée et rendue plus difficile par l'absence d'équipements collectifs. Des faits semblent contredire ces informations. Des suicides, un état de nervosité aggravé est dû à l'isolement, à l'éloignement, à l'absence d'insonorisation des immeubles, au sous-équipement, une pathologie nouvelle sont là. Tragique ponctuation d'une vie nouvelle qui se cherche. Tous ces faits, tous ces témoignages alimentent une mythologie de la métropolis contre utopie, renforcent des préjugés. Ils invitent aussi à poser la question: est-il possible de vivre dans les grands ensembles? Et donc, c'est René Caès qui a écrit ces mots. Dès la fin des années 1950, des études avaient été faites par Hasemann, Hoyer, Lafont, Marie-Josée, la femme de Chombardelot, et Michaud. Dans le prolongement de recherches américaines menées dans l'agglomération new-yorkaise, des liens entre délinquance et conditions défectueuses de l'habitat sont mis à jour. Oui, je vous montre une image de la revue L'Habitation. Dans ces années où les premières critiques commencent à monter, les experts déterminent les 3 principaux erreurs des grands ensembles comme ceci. D'abord, la répartition en hauteur où les familles vivent comme des fourmis ou des termites sans respecter la taille humaine. Deuxièmement, la ségrégation en classes sociales sans possibilité de rencontre entre les classes. Troisièmement, l'existence de cités de jeunes, vrais ghettos démographiquement déséquilibrés. D'autres problèmes sont détectés à l'époque, comme l'impossibilité de repos pour les mères au foyer, le manque d'équipement, l'abdication des parents,
la présence de meneurs caïds, la délinquance juvénile, etc. Ce qui nous intéresse ici aussi, ce sont les solutions proposées par le milieu des experts, non pas par les architectes, mais par le milieu des experts par rapport à l'espace et l'organisation matérielle des grands ensembles. Elles comportent notamment la représentation de toutes les classes d'âge, un éventail équilibré de tous les milieux sociaux, une taille humaine sans excéder 12 logements par montée d'escalier, des équipements collectifs nécessaires, ainsi que des mesures au niveau architectural pour l'insonorisation des immeubles, des logements plus spacieux, des dispositions intérieures des bâtiments donnant plus de souplesse dans les contacts sociaux, des possibilités d'ouverture plus grandes sur l'extérieur, etc. Face à cette critique des experts, la réaction du noyau d'architectes tenant du modèle des grands ensembles est restée assez ambiguë. Une certaine résistance s'installe. Si on retourne à l'architecture d'aujourd'hui, Alexandre Persitz, par exemple, estime dans la revue en 1960 que si les griefs sont pour la plupart indiscutables, ils ne sont nullement inhérents au principe même des grands ensembles. La revue souffle le chaud et le froid et publie 6 opérations de grande ampleur sous le titre « Les grandes réalisations, dispersion, médiocrité ». En avril 1961, la revue publie un reportage photographique de Jacques Winderberger sur la ville de Sarcelles. Ces photos expriment une vie morne où toutes les évasions sont interdites, écrit la revue. Par contre, le projet pour une cité d'aujourd'hui, de Marcel Lotz, dont vous voyez une application au projet de Beauval Hameau, ce projet y est montré en modèle. Le combat de cette revue d'architecture moderne, qui s'opposait depuis l'origine à l'académisme de l'école des beaux-arts, se tourne maintenant contre l'énorme médiocrité qui déferle dans tous les pays dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme. Ce glissement sémantique veut faire apparaître pour la qualité de vie dans les UB l'importance du choix de l'architecte. Je donne pour exemple la note manuscrite par Marcel Lotz qu'il a laissée dans le livre, lors de sa lecture, qu'il a laissée dans le livre de Françoise Chauet, L'urbanisme, utopie et réalité, qu'il a dû lire dans les années 60, au début des années 70. Donc, dans cette notice, concernant Sarcelles, il explique l'échec du grand ensemble par le mauvais choix des architectes. Et je cite cette notice. « C'était prévu que Sarcelles serait utilisé contre l'architecture moderne. Mais aussi, quelle idée d'aller donner ça à la Bourdette quand Corbu n'avait rien à construire. » La Bourdette à l'architecte de Sarcelles. Et il continue dans la notice. Il est curieux que François Chauet, ayant cité Sarcelles en différents points de son livre comme un échec, arrive à porter sur le très bon plan de Saint-Dié, par Le Corbusier, un jugement confirmant celui des habitants. Absurde. Du point de vue de l'urbanisme, et je vais terminer par là, du point de vue de l'urbanisme, la conception des grands ensembles est à la recherche de nouveaux paradigmes, mais n'arrive pas à en fixer les contours. L'objet urbanistique des grands ensembles est un navire à la dérive. En 1954, Pierre Dalloz avait célébré la mort de la rue, déjà promulguée par d'autres auteurs. La rue apparaissait désuète, parce que correspondant à un urbanisme non valable. La rue en soi est périmée, selon Dalloz. Dans le plan masse actuel, l'immeuble n'a pas une, mais 4 façades, car tout est avouable et avoué.
L'esthétique vient des formes franches et de la liberté exprimée. Maurice Rotival regrettait que la cité de la Muette est un îlot placé au milieu d'une plaine sans laquelle on ne sent aucun plan général reliant les nouvelles constructions à l'agglomération parisienne. Les espaces libres ne sont pas clairement indiqués. Il manque, selon lui, les autostrades, les réserves boisées, les terrains de jeu. Il faut que cette magnifique réalisation soit sauvée de la gangrène qui l'enserre peu à peu. L'auteur juge que la cité a précédé l'aménagement régional et pas l'inverse comme il faudrait. On a pu constater plus haut que la cité de la Muette, cette cité-jardin verticale, constituait une rupture nette avec la forme de la ville ancienne, elle-même transformée au XIXe siècle par la révolution industrielle. Absence de lumière, désordre de la circulation, congestion de l'espace et promiscuité étaient désignés comme les pires conditions urbaines en contraste avec la ville moderne. Aussi par Marcel Lotz, que vous voyez dans le dessin, un dessin qu'il a fait avec Gerald Hanning pour son projet de reconstruction de la ville de Mayence en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Ce constat nous permet de parler du fameux article intitulé « La crasse de Paris ou les hommes enfumés » que Lotz publie dans l'Architecture d'aujourd'hui en juin 1938. Il y fait le bilan d'un phénomène typiquement parisien, l'épaisse buée grise qui surplombe l'agglomération parisienne pendant la plupart des jours de l'année. Lotz écrit « Nous ne comptons plus les jours où nous avons retrouvé, au retour d'une promenade aérienne par beau temps, la ville et sa banlieue plongées dans leur bain noirâtre. » Je vous rappelle que Marcel Lotz était pilote d'avion et qu'il possédait son petit coucou, comme il l'appelait lui-même. Sa façon de traiter du problème de la crasse de Paris révèle une attitude moderniste sous-jacente à sa conception des grands ensembles. Lotz fait observer que certaines conditions météorologiques, pluies torrentielles, humidité, chute d'eau prolongée, gros orages, atténuent ou suppriment le phénomène de la nuée de crasse. C'est le nettoyage par lavage. De même, les vents d'une certaine force renouvellent l'air et éclaircissent le ciel. C'est le nettoyage par balayage. Les actions globales de balayage et de lavage provoquées par la nature sont autant de mécanismes fondamentaux et des solutions idéales et caractérisent une manière de penser l'urbanisme par Marcel Lotz. C'est dans cette notion ou dans la notion de table rase que se situe la différence qui caractérise les deux associés, Baudouin et Lotz. L'origine de l'article sur la crasse de Paris que Lotz publie en 1938 fait contraste avec les préoccupations de l'article sur mystique et espace que Eugène Baudouin fait paraître quelques mois avant l'article sur la crasse de Paris. Je termine dans 3 minutes. Dans cet article de Baudouin, donc Baudouin veut incriminer le fait qu'il n'y a pas un seul emplacement libre à Paris capable de recevoir, de développer, de composer et d'ordonner un programme destiné à l'organisation de fêtes de toutes sortes, comme écrit Baudouin, depuis les glorifications abstraites les plus élevées jusqu'aux cortèges ou défilés, commémorations, célébrations ou simples réjouissances populaires, meetings, démonstrations sportives ou militaires, exhibitions, congrès ou spectacles des masses de toutes sortes. L'article est fortement imprégné de l'ère du temps, on est en 1937,
et des préparations de l'exposition internationale en cette année. Aussi, les illustrations qui l'accompagnent mettent côte à côte le plan de la place impériale d'Ispahan, la photo d'une cérémonie sur la place rouge à Moscou et celle d'une cérémonie nazie à Nuremberg. Ispahan était la ville où Baudouin a réalisé une partie de ses recherches de son Grand Prix de Rome. Et le plan de la place impériale d'Ispahan a été pour Baudouin la source d'inspiration du projet du fer à cheval à Drancy. Vous voyez le plan, c'est celui-là. Donc ça c'est la place impériale d'Ispahan. Par le rapprochement, et ça c'est le plan, encore une fois, du fer à cheval à Drancy. Donc il reprend en fait la même surface de Ispahan à Drancy. Par le rapprochement avec Nuremberg et la place rouge, l'inconscient et l'histoire font ici d'étranges amalgames. Aussi Baudouin est-il d'avis qu'il faudra créer pour le Paris de demain les espaces libres et les vides qui lui sont nécessaires. Il envisage la nécessité de tables rases intra-urbaines alors que Lotz, à la même époque, n'envisage pas cette solution-là. Il rejette tout simplement dans son ensemble la grande ville de masse à cause de ses nuisances, de ses pollutions et de ses conditions hygiéniques. Dans les années 50, Lotz réitère sa vision accusatrice de la grande ville en développant le thème de la ville éponge. Le brouillard provoqué sur une région par des conditions météorologiques n'est pas à confondre avec celui des villes provoquées par les cours en puits et les rues en corridors. Ainsi, l'attitude anti-urbaine se traduit par la table rase, par démolition pour l'un, et la table rase par déplacement à l'intérieur de la grande ville pour l'autre. Si les deux stratégies de table rase sont opposées, elles ne sont pour autant pas incompatibles. Au contraire, la politique des grands ensembles suit les deux stratégies. Se détourner de la ville pour s'investir en banlieue et à terme arriver à démolir la gangrène ou la banlieue en désordre pour la remplacer par des grands ensembles. C'est le message que montre un fragment de film qui dure 20 secondes, et c'est la fin, d'un film de Pierre Jaillot et François Villiers, qui a comme titre « Des maisons et des hommes » de 1953, où il développe en fait la philosophie des grands ensembles, quasiment sous forme de diagramme, un diagramme filmique, où il zoome, un zoom inversé de Paris, pour montrer la région de Paris, où le désordre s'installe autour de Paris, et où, à la fin, ce désordre sera remplacé par des grands ensembles et comme des villes satellites. Je vous montre le film. Voilà, je n'ai pas de conclusion à vous proposer, mais je voudrais terminer mon exposé ici. Merci beaucoup.